Bonjour à tous, le Bitcoin est à 109 547 $ au moment où j'enregistre cette vidéo et je pense que le consensus se trompe encore. On va en parler dans cette vidéo, on va regarder un petit peu nos indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent et ce qu'il faut faire. Je vous rappelle ici, donc on était aux alentours de 109-110 000 $. Je vous disais de prendre des profits. On a eu une petite correction, un léger retracement. Honnêtement, c'était pas énorme. On est venu chercher dans un premier temps 103 000 $. J'ai fait une deuxième vidéo ici le 2 juin, donc vous la trouverez sur la chaîne. Ici, où je vous disais également que c'était une zone de prise de profit. Ici, on avait quand même beaucoup de gros portefeuilles qui prenaient des profits. Et puis, on a eu ce petit mouvement correctif de prise de liquidité. Vous voyez qu'on est venu chercher pile poil en dessous des liquidités que vous trouvez juste là. Vous voyez ici toutes les lignes rouges, c'est des niveaux de liquidité majeurs. Et vous voyez qu'on est venu tout récupérer. Et ensuite, on s'est servi justement de cette liquidité vendeuse pour pouvoir repartir à l'achat. Donc ici, on a des gros portefeuilles qui ont absorbé toute cette liquidité et on est venu re-rentrer dans ce range assez rapidement. Ici, on a eu une indication qui était quand même très importante, qui était que justement, on avait des gros ordres d'achat qui se préparaient en fait. Et justement, cette liquidité, donc ici, on a beaucoup de personnes qui appelaient justement, quand on était là aux alentours des 100 000 $, à soit un bear market, soit un retracement beaucoup plus profond, potentiellement les 80 000 $, etc. Bon, effectivement, c'était un scénario qui était jouable, mais au vu de ce V-bottom, ici, on a eu des informations qui nous disaient que ça y est, on était de nouveau dans un mouvement puissant à la hausse, et on va voir d'un point de vue des indicateurs on-chain qu'on avait aussi des indications très très intéressantes. Aujourd'hui, on a eu une poussée qui nous a ramené justement vers les niveaux qu'on avait ici travaillé au niveau des 109-110 000 $. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est justement notre double top? Est-ce qu'on est dans la zone de rechargement de short? Vous voyez juste là, hop, la zone de rechargement de short entre les 0,618 et les 0,786. Est-ce qu'on va se servir ici de cette zone pour refaire un retournement de prix et former notre grand M pour aller chercher beaucoup plus bas? Ça, c'est le premier scénario, le scénario bearish. Et l'autre scénario qui est du coup plus bullish, qui est que c'est ici une zone de réaccumulation avant potentiellement un breakout de cette zone-là, un retour ici, un breakout de la TH pour un démarrage un peu plus haut. On va voir un petit peu les différents indicateurs et puis je vais donner ma position, encore une fois. J'aime pas quand on se mouille pas, quand on donne pas son avis. Effectivement, je suis investi sur le marché. Mes clients, via mes accompagnements, sont investis sur le marché. Je dois les aider donc à prendre des décisions éclairées et je peux pas leur dire bah oui, il y a du pour, il y a du contre, vous devez vous faire votre propre avis et puis voilà. Si je les aide, c'est justement parce que je leur indique ce qu'il faut faire, ou en tout cas ce que je ferais à leur place, et ensuite libre à eux de m'écouter ou non, mais en tout cas voilà, il faut quand même donner des indications fiables. Donc voilà, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc ici déjà ce que je vous propose c'est de dézoomer un petit peu, on va repartir sur du weekly. Donc vous voyez ici que au niveau du weekly on a une courbe qui est assez intéressante avec une bougie, un chandelier japonais qui est intéressant. Vous savez que les chandeliers japonais, moi je les regarde surtout sur les échelles de prix assez longues. Donc ici en l'occurrence on a une belle bougie avec une longue mèche et un corps tout petit qui nous indique qu'en fait ici on a eu un retournement de la dynamique. D'accord, donc on avait beaucoup de vendeurs qui se sont manifestés, d'où le fait qu'on ait eu une longue mèche, et ensuite elle a été très fortement ravalée avant la clôture, et on a clôturé ici sur les niveaux de clôture de la semaine précédente, aux alentours des 105 000 $. Ça c'est quand même très très intéressant, ça nous dit que la dynamique est haussière, la dynamique reste haussière, et qu'on a surtout beaucoup d'acheteurs qui sont en position. Donc ici, moi l'échelle de prix que je vais le plus travaillé, c'est le daily. Alors effectivement ici pareil, vous avez une belle bougie sur la journée d'hier avec ici une correction qui a été vite rachetée, et ça on le voit également au niveau des ETF. Vous voyez qu'ici au niveau des ETF, je regarde toujours le portefeuille de BlackRock parce que c'est celui qui est le plus pertinent à mon sens. En tout cas, c'est celui qui montre les directions que prennent les gros portefeuilles, les portefeuilles institutionnels. Et ici, vous voyez que BlackRock
a fortement racheté. Ici, on parle de 336 millions de dollars de Bitcoin qui ont été achetés sur la seule journée d'hier, sachant que on a quand même des petits réveils. Vous voyez la journée du 4 juin, la journée d'hier, la journée du 9, etc., où on dépasse les 100, 200, 300 millions de dollars par jour. Donc effectivement, ça nous indique que on a des gros portefeuilles qui restent positionnés à l'achat, qui pensent que les niveaux de prix actuels sont plutôt des niveaux d'achat. On avait effectivement vu ici dans la partie on-chain que les profits réalisés étaient assez importants. Donc vous voyez ici, on était plutôt sur la montée sur des prises de profit. Alors des prises de profit relatifs, hein. Vous voyez qu'on est allé moins haut que sur les phases précédentes, même si ça a duré plus longtemps. Alors effectivement, ici, on pouvait se dire, et d'ailleurs ça a été une des motivations qui nous a permis de prendre la décision de prendre des profits ici aux alentours des 110 000 dollars. On était sur une phase de prise de profit croissante. Bon, maintenant, si vous regardez, ça a un petit peu bougé. Les prises de profit ont baissé. Donc ici, sur les niveaux actuels, il n'y a pas forcément de prise de profit. Donc il faudra surveiller ça. Effectivement, on a aussi CryptoQuant qui nous partage cette donnée intéressante qui est les profits réalisés nets par les différents acteurs. Et vous voyez qu'ici, on avait énormément de prises de profit sur la grosse montée de mars 2024 avec ici un Bitcoin aux alentours des 70 000 dollars. Idem ici au moment de l'élection de Donald Trump sur le mois de novembre et puis sur son investiture le 20 janvier, on avait également beaucoup de prises de profit. Et là, vous voyez que relativement aux autres, ici, on a assez peu de prise de profit. Donc c'est intéressant de voir ça parce que ça nous montre que finalement, ici, on est plutôt probablement sur une zone de continuation que sur une zone de prise de profit. Et encore une fois, ici on a beaucoup de personnes qui appellent au double top. Alors effectivement, quand on était ici à 110 000 dollars, c'était effectivement une zone de prise de profit. Voir le prix ralentir alors que on venait à peine de casser l'ATH, honnêtement, c'était pas très très bon signe. Mais ici, de voir un tel mouvement puissant, il faut savoir changer son biais. Et c'est bien ce que nous montre le Bitcoin sur ce deuxième trimestre de l'année. Ici, si vous êtes forcément dans votre biais et vous pensez que à chaque montée on va revenir sur la zone de rechargement de short, ici, en fait vous voyez que vous ne rachetez jamais et en fait vous êtes constamment en dehors du train. Donc il faut savoir changer un petit peu son biais et ne pas avoir de dogme. Tout le monde vous en parle, hein, effectivement, de pas être biaisé par ses émotions, etc. Si vous avez vendu trop bas, vous pouvez vous dire ici à 110 000, j'ai vendu à 80, je vais pas racheter maintenant, etc. Mais en fait, peu importe, vous avez raté une partie du mouvement. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est savoir si vous voulez être investi, si vous pensez que le marché va monter ou baisser, avec des indicateurs fiables. Donc ici, on a l'indication, depuis ici ce mouvement fort, avec ici ce V-bottom, que finalement, on a des acheteurs qui sont très forts, qui se manifestent. Et donc ça, c'est pas une dynamique de prix, c'est pas une price action, comme on dit, qui nous indique qu'on est sur un top de marché. Généralement, les tops de marché, ils se forment plutôt avec des montées qui sont lentes, voilà, on vient chercher les liquidités petit à petit, et ensuite des baisses assez franches. Là, vous voyez que c'est assez l'inverse. Ici, on a eu une baisse assez lente, et un rachat assez rapide. Donc ça, c'est justement ici parce qu'on vient créer des liquidités et on vient toutes les absorber via un mouvement haussier rapide. Donc ça, c'est plutôt une price action qui nous invite à de la continuation haussière. Donc c'est pour ça que ici on a plutôt un biais haussier au premier abord. Et bien entendu, il va falloir le confirmer avec tous les indicateurs. Ici, bon, évidemment, nous, on cherchait un rachat sur la zone ici du prix réalisé par les holders de court terme. Ici, à 97 000 dollars, on est dans 96 000 dollars. Donc ici, on pouvait espérer un retour au 96. Vous voyez que finalement, il a suffi qu'on atteigne les 100 000 dollars pour que ici, ce soit directement racheté. Donc, évidemment, ici, quand vous avez un rachat aussi fort, au moment où on est à 105 000 dollars, il faut changer son fusil d'épaule et commencer à se repositionner. Surtout qu'on a des altcoins, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais qui sont dans des configurations très très belles. Donc ça, évidemment, nos clients, on les prévient via les canaux Telegram privés. Donc nos différents mentors préviennent l'ensemble de nos clients, leur disent un petit peu l'évolution du marché
en fonction de leur stratégie propre à chacun. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une stratégie sur mesure et d'avoir un mentor qui est dédié à vous et à votre contact, qui va vous permettre comme ça de vous positionner sur les meilleurs cryptos. Ici, vous voyez également que on a toujours cette courbe. Vous savez qu'on la regarde souvent, hein, mais ces dynamiques de vagues entre les échanges entre les holders de court terme qui sont ici en rose et les holders de long terme qui sont ici en bleu. Vous voyez que ici, sur chaque montée, généralement, c'est des zones d'accumulation. Et vous voyez qu'ici, on a une montée qui est encore plus rapide que les deux montées précédentes. Donc ici, on a un transfert entre les holders de court terme qui quittent le marché et des holders de long terme qui finalement rachètent en grosse quantité les bitcoins des holders de long terme. Et vous voyez que généralement les tops se forment dans l'autre sens. Vous voyez qu'ici, c'était justement les tops s'étaient formés quand on a eu ici une forte baisse de la détention des bitcoins par les holders de long terme, qui ont été du coup remplacés par la détention de bitcoins de holders de court terme. Et vous voyez qu'ici, on en est encore loin. Donc ici, ce dernier échange, il peut nous indiquer que justement, on n'est pas encore sur une phase de top. Ici, vous voyez également sur le MVRV, on est vraiment dans un range ici. Cet oscillateur, hein, cet indicateur oscille justement entre 1,78 et 2,78 en gros, et ici il vient osciller, on est vraiment sur la moitié, donc en tout cas on a encore du jus pour partir à la hausse. Honnêtement, si on a un mouvement haussier, ça pourrait être le dernier, parce que ici vous voyez que on est quand même dans un état, je vais pas dire de surchauffe, mais en tout cas on n'est pas sur des niveaux neutres ou des niveaux d'achat, mais en tout cas d'achat à long terme. Mais ici on pourrait avoir une vague 5, ce qu'on appelle les vagues 5 en termes de vague d'Elliott, qui pourrait nous indiquer qu'on serait sur la dernière phase avant le top. Ici, vous avez également les accumulations de whales. Alors ici, cet indicateur, il nous indique pas que les whales sont dans un processus d'achat massif, mais il nous indique pas non plus qu'on est sur une prise de profit massive. On avait ici une petite zone de distribution, hein, comme on avait pu voir ici, donc il va falloir quand même surveiller ça. Évidemment, ici, on n'est pas sur une zone d'achat comme on pouvait l'être, par exemple ici, aux alentours des 80 000 $, où c'était assez clair que ici, il fallait mieux se positionner. Ici, c'est un peu moins clair. Vous voyez que c'est un indicateur qui nous indique plutôt quand il faut acheter que quand est-ce qu'il faut vendre, parce que ici, vous voyez que on avait par exemple ici des zones de distribution également, qui ont précédé justement des grosses phases d'expansion. Donc il faut forcément arbitrer un petit peu avec ça. En tout cas, quand on n'a pas des zones ici claires de distribution ou des zones claires d'achat, comme on avait pu avoir ici, hein, vous voyez qu'ici on a vu des gros clusters d'achat, ça veut tout dire, hein. Ça veut dire que là, il faut se positionner avec les whales. En tout cas ici, l'indicateur, il nous invite à un petit peu de prudence, mais il invalide pas la théorie qu'on est sur une zone de réaccumulation. Donc voilà, l'indicateur que je voulais vous montrer également, c'était ici la comparaison avec les cycles. Vous voyez qu'on suit encore, c'est assez troublant à quel point on suit le cycle ici en rouge de 2016-2017. Avec ici, on avait eu une correction, comme vous voyez juste là sur le cycle de 2017. Et ici, si on colle les deux cycles, vous voyez qu'on a eu une correction, une reprise. Ici, on est également sur une petite zone de réaccumulation. À l'époque, on avait une correction un peu plus profonde. Ça paraît assez logique, hein. Vous savez que le marché est de plus en plus capitalisé, donc les baisses sont de moins en moins importantes et les hausses sont de moins en moins importantes d'ailleurs également. Donc ici, on pourrait avoir 3-4 mois qui pourraient être assez explosifs avec ce dernier mouvement haussier, ce qu'on appelle la banana zone, hein, la zone parabolique, où ici on vient faire une courbe exponentielle, avec ici une montée ininterrompue, des personnes qui s'intéressent au Bitcoin, des recherches Google qui sont actuellement très basses et qui reprendraient de plus belle, avec justement une dernière zone, avec ce fameux échange entre les holders de court terme et les holders de long terme. Vous voyez qu'ici, au niveau du Fear and Greed Index, on a repris un petit peu cette zone d'avidité. On est à 72%. Mais ce qui est intéressant de voir, et là, c'est ce qui est assez piégeux, hein, sur ce dernier trimestre qu'on est en train de vivre, hein, ce deuxième trimestre de l'année 2025. C'est assez piégeux parce que ce qu'on voit,
c'est un comportement qui est différent entre les réseaux et ce que font vraiment les gens. C'est-à-dire que ici, vous voyez des youtubeurs qui reparlent d'ATH, ça y est, le bull run reprend, etc. Mais en fait, c'est très différent de ce que pensent la plupart des gens. Si vous regardez les commentaires de ces personnes-là, alors il y en a qui vont aller dans le sens du youtubeur, mais la plupart du temps, non. Vous allez avoir des gens qui se disent non, c'est le double top, ça y est, ça va rebaisser, etc. Donc en fait, on a une certaine avidité parce qu'on a beaucoup de posts sur X, on a beaucoup de vidéos YouTube qui nous invitent à penser que la masse serait bullish. Mais finalement, quand on vient regarder ici déjà les liquidations, vous voyez qu'on a beaucoup de liquidations qui se forment au-dessus du prix. Et ça veut dire que c'est des personnes qui parient à la baisse. Et les personnes qui parient à la baisse, c'est des personnes qui probablement ont quitté le marché un peu trop tôt et qui finalement se disent maintenant, j'y crois pas trop à ce mouvement, je pense qu'on va rebaisser. Vous voyez qu'ici, on a finalement assez peu de liquidités qui sont créées en dessous du prix. Et par contre, à chaque fois, on a beaucoup de liquidités qui se créent au-dessus du prix. Et ça, c'est ce qui fait que ça alimente une hausse qui est comme ça ininterrompue sur les dernières semaines, sur les derniers mois. Parce que, en fait, c'est un mouvement de disbelief où les personnes n'y croient pas. Et là, vous voyez que sur ces niveaux-là, encore une fois, les personnes n'y croient pas. Vous voyez ici, si je regarde un petit peu ici, vous voyez qu'au-dessus du prix, on a justement pas mal de zones de liquidation. Et en dessous du prix, c'est très très léger. Et il faut attendre ici ce gros cluster ici à 100 000 $ qui nous a servi de gros support ici sur le V-bottom pour retrouver une zone finalement de prise de liquidité. Donc évidemment, le prix et les market makers vont avoir tendance à inciter le prix à partir à l'achat pour justement venir récupérer toute la liquidité qui se trouve ici. Et globalement, vous savez que la foule a souvent tort, et globalement ici, la foule a l'air de penser que malgré qu'on ait un Fear and Greed Index à 72%, et on pourrait se dire, on a beaucoup d'avidité, il faut être prudent, etc. Vous voyez qu'ici, au niveau des liquidations, ça nous montre que finalement, on a quand même beaucoup de personnes qui pensent qu'on va partir à la baisse. Et si je vous montre également ici, alors je vais vous le montrer juste là sur la partie order flow, on a un comportement qui était très intéressant juste là. Alors je vais passer en échelle 1 heure pour que ce soit un peu plus clair. Vous voyez que ici, on a eu une énorme hausse de l'open interest. D'accord ? L'open interest, vous le savez, c'est le nombre de positions qui sont ouvertes sur le marché sur les contrats dérivés. Donc quand on a une forte augmentation comme ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui prennent des paris, dans un sens ou dans l'autre, à l'achat ou à la baisse, mais ici on a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées, ici sur la journée du 9 juin. Et vous voyez que c'est un moment où le prix a fortement augmenté. Donc l'intérêt maintenant, ça va être de savoir, est-ce que c'est plutôt des personnes qui sont parties, qui ont pris des positions à la hausse ou à la baisse. Et vous voyez qu'ici, on a un funding qui a eu tendance à baisser. Donc ça veut dire que les Binance, en l'occurrence, ici vous voyez qu'on est sur le contrat de Binance, Binance a fait baisser les taux de financement pour dire que, ici vous étiez payé pour rentrer en position longue. Parce que vous savez que Binance, comme tous les autres exchanges, essaye d'équilibrer le nombre de vendeurs et le nombre d'acheteurs sur les contrats dérivés. Et donc ici, quand le nombre de positions vendeurs augmente fortement, les funding baissent pour encourager les acheteurs à rentrer en position et pour aussi décourager les vendeurs à tenir leur position. Donc ici, vous avez eu une grosse baisse des fundings sur une grosse hausse de l'open interest, et ça veut dire que sur toute cette montée, on a beaucoup de personnes qui se sont dit « ça y est, on est venu récupérer les liquidités, etc. Le prix va rebaisser, c'est une bonne zone pour shorter ». Donc ici, en fait, sur cette zone d'accumulation, ici qu'on a depuis quelques temps, on a surtout donc un open interest qui s'est stabilisé, mais qui s'est stabilisé assez haut, et on a eu justement des fundings qui se sont également stabilisés à un niveau assez neutre. Donc ici, on a probablement un niveau neutre entre les acheteurs et les vendeurs, mais vous voyez que ici, les vendeurs qui sont rentrés en position sont certainement toujours en position. Et donc certainement qu'ils attendent ce mouvement baissier avec le retour dans un premier temps sur la zone de rechargement de short ici entre les 101 et les 103 000 $. Sauf que vous voyez qu'il y a eu un déséquilibre. Et le déséquilibre, il vient nous dire que potentiellement, en fait, ici on a du jus pour venir liquider tout le monde et repartir à la hausse. D'où les liquidités que vous voyez
au-dessus sur notre précédent indicateur, hein. Toutes ces liquidités-là, elles ont été créées justement par cette augmentation de l'open interest. Et donc ici, ça vient nous dire que potentiellement, la dynamique de prix ici, elle nous indique qu'on est plutôt sur une zone où on vient créer des liquidités au-dessus du prix. Les shorters sont confiants dans leur prise de position. Alors effectivement, on est venu ici récupérer quasiment les liquidités qui se trouvaient ici aux alentours des 110 000 $. On est venu récupérer ça, puis on stabilise. Donc potentiellement ici, on a plutôt intérêt à parier à la baisse. Sauf que ici, vu les indications qu'on a sur l'order flow, ça nous invite à beaucoup de prudence. En tout cas, on a plutôt tendance à parier sur le scénario à l'achat plutôt que sur le scénario vendeur. Donc ici, moi, j'aurais plutôt tendance à envisager une prise de position à l'achat qu'une prise de position à la vente. Ici, vous regardez au niveau macroéconomique. Au niveau du calendrier, on a une news assez intéressante aujourd'hui. Donc mercredi 11 juin 2025 à 14h30, on a le CPI de mai. Donc le CPI de mai, il va nous indiquer les chiffres de l'inflation qu'on avait au mois de mai. Au mois de mai, on était à peu près là, aux alentours des 1,5-1,6% d'inflation. On a toujours un delta entre l'inflation qui est calculée par Trueflation et le CPI. Généralement, c'est 0,6. Donc ici, si on est à 1,6, on pourrait afficher un 2,2. Ici, si on regarde le consensus, on est sur 2,5 de consensus. On pense que le mois de mai va avoir une reprise de l'inflation. Hein. Vous voyez qu'on était à 2,3 sur le mois dernier, sur le mois d'avril. Ici, le marché est un peu pessimiste. On pense que voilà, les mesures de Trump sur les droits de douane, etc., ont plutôt encouragé une reprise de l'inflation. Donc ici, on envisage 2,5. Donc effectivement, si on est à 2,2 ou même 2,3, ça pourrait vouloir dire que finalement, l'inflation qu'on pensait être revenu par justement le comportement de Trump sur les droits de douane, ça pourrait nous dire finalement non. Finalement, le marché se porte bien, l'inflation est stabilisée, donc ce serait une excellente nouvelle qui pourrait être le catalyseur qui viendrait justement récupérer toutes ces liquidités acheteuses. Alors, bien entendu, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit mouvement comme ça, hein. Hop, avec ici une prise des liquidités ici. Donc évidemment sur les phases de range, ici si on regarde les liquidations, si je regarde sur les 24 dernières heures, évidemment elles se créent au-dessus et en dessous du prix. Alors plus au-dessus qu'en dessous, mais c'est tout à fait possible de voir le prix baisser, venir récupérer les 108 000 $, ici 107 800 qui pourrait du coup constituer un bon niveau d'achat. Et si effectivement on vient d'abord récupérer cette liquidité acheteuse avant de repartir à la hausse, ce serait très bon signe pour repartir fortement à la hausse. Donc on pourrait se servir de ça, par exemple sur cette journée, stabiliser, etc., partir un petit peu à la baisse et faire un petit V-bottom pour repartir fortement à la hausse. Ça, c'est un scénario possible. Honnêtement, le scénario qui est probablement le plus envisageable, c'est qu'on parte directement à l'achat, hein, et qu'on laisse très très peu de fenêtres pour que les personnes se repositionnent. Le comportement du prix sur les dernières semaines et les derniers mois, depuis ce point bas du 9 avril, vous voyez que à chaque fois, on laisse très très peu d'opportunités pour se repositionner. Donc ici, il faut pas être trop gourmand, pas attendre des retracements trop profonds, parce qu'en fait, tout simplement, ils n'arrivent pas. Donc ici, cette inflation, elle pourrait changer un petit peu ce tableau-là, qui pour le moment table sur aucune baisse de taux avant la réunion du 17 septembre. Et encore, même sur la réunion du 17 septembre, c'est pas encore garanti qu'on ait une baisse de taux. Ici, on a 52% de chance d'avoir une baisse de taux sur le 17 septembre, mais globalement, il faudrait peut-être attendre le mois d'octobre, voire même le mois de décembre, pour avoir une première baisse de taux. Alors effectivement, si on a des bonnes nouvelles côté inflation, et puis aussi si on a un Trump qui fait des deals avec la plupart des nations pour justement avoir des droits de douane un peu stabilisés, etc. Je vous rappelle qu'on est toujours dans cette période de stabilisation des droits de douane, les 90 jours de pause, mais il y a un moment, ça va s'arrêter. Effectivement, ce délai, il est plutôt mis en coup de pression pour négocier vite, mais voilà, on va attendre, on va être suspendu bien entendu à ce genre de décision. Ici, je voulais vous montrer également, ici au niveau du RSI, vous voyez que ici j'ai mis le RSI en 24 heures, chaque point représente une crypto, donc vous avez ici à gauche les cryptos les plus capitalisés, Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. À droite les toutes petites cryptos, et vous voyez que globalement ici,
On a un RSI moyen qui est à 50, en tout cas en daily, donc c'est-à-dire que on a un peu d'attentisme, mais vous voyez qu'ici on a une courbe qui a tendance à baisser. Donc ça veut dire que ici les cryptos les plus capitalisés ont tendance à avoir le plus un RSI le plus fort et donc un comportement acheteur qui est plus puissant. Donc ici, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a des grosses cryptos qui ont tendance à mieux performer que les petites cryptos. Vous connaissez le cycle de justement de prise de valeur des différentes cryptos où on a plutôt d'habitude Bitcoin qui performe, Ethereum qui performe, les grosses cryptos, puis les cryptos un peu moyennes et ensuite les toutes petites cryptos. Donc ici, ça nous invite que potentiellement on est sur une reprise avec une dynamique avec les altcoins qui sont qui prennent de la valeur en même temps que Bitcoin. Et vous voyez ici les cryptos qui sortent un petit peu du lot, hein, qui sont les plus en haut de ce RSI, qui nous disent que bah, c'est peut-être des cryptos qu'il va falloir regarder, parce que c'est les cryptos qui ont l'air d'attirer le plus de liquidités. Donc en tout cas, ici, ça nous invite à nous dire que bah, finalement, on a des altcoins qui sont assez belles. Effectivement, si on regarde une crypto comme Pendle, ici, si on regarde Pendle USDT, hop, on va regarder sur BitGet par exemple. Vous voyez qu'ici, on a un comportement du prix qui est très très beau. Avec ici, on avait justement notre bottom du 9 mars. Et ici, une reprise très forte avec à chaque fois des dips qui sont rachetés, des dips qui sont rachetés, des dips qui sont rachetés, et un comportement du prix qui est très beau. Donc effectivement, quand on vient regarder ici Pendle contre BTC USDT, vous voyez que ici, on a une crypto Pendle qui surperforme Bitcoin. Donc ici, vous savez, quand le numérateur est... quand la courbe monte, ça veut dire que le numérateur est plus fort que le dénominateur. Donc ici, on a Pendle qui est plus fort que Bitcoin. Et donc, c'est sur ce genre de crypto qu'il va falloir se positionner. Alors, ce travail-là, nous, on le fait pour tous nos clients. Donc évidemment, si vous êtes intéressé par rejoindre notre accompagnement sur mesure, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description. Vous avez avec cet accompagnement une formation complète en analyse graphique qui vous permettra justement d'analyser tout ça, qui vous est offerte directement avec la souscription à un accompagnement. Vous voyez également ici que on a les funding rates sur BitMEX. Alors BitMEX, on le regarde parce que c'est un beau révélateur justement des mouvements du passé. Donc ici, à chaque fois qu'on a des fundings qui sont très bas, c'est généralement des bottoms. Et vous voyez que ici, à chaque fois qu'on vient chercher des niveaux un petit peu bas sur les fundings, ou ici on vient retravailler un coup haut, un coup bas, un coup dans le vert, un coup dans le rouge, vous voyez que ici c'est généralement des zones d'accumulation avant de remonter et avant qu'on ait des fundings qui partent réellement dans le vert. Et vous voyez que ici on avait justement des fundings qui étaient bas sur ce point bas du 9 avril. Et ici, vous avez justement des fundings qui ont tendance à baisser. Donc ici, on n'est pas dans un niveau de surconfiance, hein. Contrairement à ce que pourrait nous donner le Fear and Greed Index, vous voyez que les taux de financement, bon bah ça c'est infalsifiable. C'est pas un algorithme qui vient regarder si les gens sont plutôt bullish ou bearish sur les réseaux sociaux. Là, c'est directement est-ce que les gens prennent position ou ne prennent pas position. Et là, vous voyez que finalement, ici, on a plutôt des personnes qui parient à la baisse que des personnes qui parient à la hausse. Donc globalement, au vu de tout ça, on va s'arrêter là, mais au vu de tout ça, moi, je vous invite à plutôt avoir un biais acheteur. En tout cas, moi, j'ai un biais acheteur. J'ai repris des positions. Je pense qu'il faut quand même garder des liquidités en stablecoin parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un petit mouvement baissier, etc. Mais globalement, il va falloir se préparer à revoir un nouvel ATH et potentiellement une accélération haussière. En tout cas, moi, c'est le scénario que je joue en priorité. Donc évidemment, en fonction de vos stratégies, vous allez avoir plus ou moins de stablecoin, plus ou moins de crypto faiblement capitalisés, etc. Donc ça, c'est pour ça que nous, on a une plus-value pour nos clients. Mais effectivement, ici, nous, on s'était repositionné aux alentours des 105 000 $ juste là, avant ce mouvement haussier, mais également ici, on reprend des positions sur on a certaines cryptos qui sont dans notre viseur et qui ont des configurations vraiment
très très explosive. Donc ici, il va falloir bien surveiller ça parce qu'on pourrait avoir un très fort mouvement haussier qui va démarrer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez tous les liens en description si vous voulez nous rejoindre. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo ou à commenter si vous avez des choses à nous dire, des commentaires, etc. Voilà, je vous remercie. Au revoir.